Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Horizon. Alors aujourd'hui, je reçois Canel. D'origine calédonienne, mais pas seulement, elle explore son identité, mais aussi l'histoire de nos ancêtres dans son média Quête. Mais avant ça, je voudrais qu'on apprenne à la connaître plus personnellement. Alors bonjour Canel. Bonjour, Je suis contente de te retrouver aujourd'hui. moi aussi, dans Euh, Mon Horizon Podcast. oui, c'est ça. Tu es la première invitée d'origine kanak. On va en discuter après, mais tu as Mhm. d'autres origines que les origines kanak. Mais donc, du coup, je suis super contente. J'aimerais bien justement, tu parles un petit peu, toi, de tes différentes origines pour commencer. C'est une vaste question. En tout cas, c'est une question que j'appréhende à chaque fois parce que j'ai plusieurs origines, comme tu l'as dit. Et du coup, du côté de ma mère, c'est Caldoche, d'origine, enfin, en tout cas, de descendance bagnarde et asiatique. Et du côté de mon père, kanak et martiniquaise. OK. Mais toi, tu te définis plus, on va dire que c'est part égale pour chaque origine ou est-ce qu'il y en a un peu une qui prédomine, on va dire, dans la manière dont tu as grandi, je Je dirais? pense que c'est plutôt part égale et j'ai vraiment l'impression d'avoir grandi dans plusieurs communautés. Et d'avoir plutôt été témoin, en fait, de ces cultures que d'appartenir vraiment à une culture, et de me positionner comme telle, en fait. Et pendant longtemps, en Nouvelle-Calédonie, tu as le statut de métisse. Ouais, tu es une métisse et en fait, il y a tellement de métissage en Nouvelle-Calédonie que mon cas, il est vraiment pas rare, quoi. Enfin, c'est pas rare que je trouve des personnes qui ont autant d'origines. Mais aujourd'hui, métisse, c'est un terme que j'utilise beaucoup moins et je préfère utiliser, le terme de personne racisée parce que sociologiquement, je me reconnais plus dans ce terme. OK, du coup, c'est quoi la différence pour toi, justement, la nuance entre personnes racisées et métisses? Je trouve que personne racisée, ça prend beaucoup plus en compte les réalités ou les problématiques structurelles auxquelles tu peux être confronté, ouais, quand tu es une personne racisée, quoi. Que métisse, il y a tout un côté un petit peu, un imaginaire un Un peu petit peu, fantasmé, non? voilà, fantasmé de Mmh. la métisse, puis ça veut tout et rien dire, quoi. Puis Mmh. surtout métisse, tu te dis souvent, en fait, c'est un peu mon cas, un parent blanc, un parent noir, alors qu'en fait métisse, enfin, il y a plein, plein de métissages possibles. OK. Ouais, c'est un peu oui, c'est vrai que ça veut un peu tout et rien dire, métisse, alors que je trouve que personne racisée, c'est porteur de sens, Mmh. peut-être. C'est peut-être, ouais, je suis d'accord. Enfin, je te rejoins dans ce que tu dis, je trouve que c'est hyper intéressant et tu disais que tu appréhendais un petit peu la question, tu viens d'où? Parce que c'est quelque chose que toi, tu as peut-être un peu mal vécu ou pas du tout? En Nouvelle-Calédonie, c'est une question qui est vraiment plus politique qu'ici, en Hexagone un peu, mais en tout cas en Hexagone, quand je dis: «Je suis Nouvelle-Calédonie», ça veut pas d enfin pour les personnes, il y a pas forcément de je trouve que c'est moins politique, quoi. OK. Ça va être exotisé, ça va être mais il y a pas forcément d'enjeu politique derrière, alors qu'en Nouvelle-Calédonie, directement ton origine, c'est politique. Ça renvoie à soit indépendantiste, soit non indépendantiste, ça renvoie aussi à l'histoire, à la place que tu as pu occuper dans cette histoire, donc c'est jamais neutre en Nouvelle-Calédonie quand on te demande de quelle origine tu es et du coup, c'est jamais neutre d'y répondre, quoi. Oui, mais du coup, c'est en plus, c'est un peu paradoxal parce que justement, comme tu as plusieurs origines, tu peux pas te mettre dans une case, Ouais. en fait. Donc tu vis ça comment, toi, quand tu es en Nouvelle-Calédonie et qu'on te dit ça? Souvent en plus quand je dis toutes mes origines, on me dit: «Mais en fait, tu veux juste flex, tu veux juste prouver», tu veux après on me dit: «Mais moi aussi mon arrière-grand-père il est ici», Oui, oui. moi je suis juste en mode j'ai pas envie de je dis tout parce que déjà je pourrais pas être légitime à juste dire: «Je suis kanak» ou juste: «Je suis OK. martiniquaise», enfin j'ai pas de légitimité à juste me situer dans une seule origine Mmh. et en même temps ça serait, nier, toute mon histoire quoi, me nier complètement. Donc c'est long, mais je me dis, c'est obligé que je c'est légitime de le faire, quoi. OK. Tu as toujours fait comme ça depuis que tu es petite ou il y a eu on va dire un événement déclencheur peut-être quand tu as grandi? Non, je pense que je l'ai toujours fait parce que ma mère, depuis très jeune, elle m'a toujours dit, toutes mes origines et toute mon histoire, quoi. Donc je l'ai toujours fait. Et tu connais l'histoire de toutes tes origines? Ou en tout cas, du mieux que tu peux? Ouais, du mieux que je peux, je les connais et j'ai fait tout un travail, enfin une recherche identitaire aussi de ce Mmh. côté-là. Parce que du côté de ma mère l'avait fait. Donc même, je sais, mes ancêtres bagnards, je sais pourquoi ils sont arrivés, je sais leur nom de famille, leur village d'origine. Du côté aussi des travailleurs engagés, c'est pareil. Mais mon père, j'ai dû le chercher. En tout cas, le côté kanak, j'ai dû, plus le chercher. Je le connaissais, mais l'histoire de mon père est un peu compliquée parce que sa mère est morte quand, il était, Petit? bébé, ouais Mmh. et donc
d'apprendre qu'il était kanak et c'est un peu représentatif aussi de l'histoire de la Macédonie et des non-dits. Il a su qu'il était kanak, il avait 16 ans. Sinon, ils C'était savaient pas? non, il savait pas qui était sa mère, il savait pas son origine, il savait juste que son père était martiniquais et il se disait: «Bah, ma mère, elle doit être martiniquaise» et c'est seulement à ses 16 ans que son père lui a dit: «Mais ta mère est kanak, elle vient de telle, tribu et ça, c'est ta tante». Qu'il avait connue depuis, enfin, c'est compliqué Ouais, à mais ça a parler, dû voilà. faire un choc quoi quand même, Ouais. ouais. C'est un choc énorme et d'un côté, c'est dans tant de familles, en fait, calédoniennes, il y a ces histoires-là de non-dits vis-à-vis Mmh. de l'histoire et du coup, mon père, lui, a pu connaître, sa famille kanak, ses cousins germains, son oncle lutérain, mais il y a eu quand même une grosse coupure et moi, du coup, j'y suis revenue quand j'étais au collège, où j'ai vraiment cherché à connaître ce côté-là et aussi pour, m'ancrer aussi dans mon territoire Mmh. parce que tu peux pas vivre en Nouvelle-Calédonie et pas connaître la culture kanak, quoi. Surtout quand tu es d'origine, En plus. kanak quoi. Mmh. Et alors ça t'a pris du temps? C'était quoi, tu dirais, les plus grandes difficultés pour toi quand tu as fait cette recherche? Parce qu'en plus tu étais super jeune, enfin au collège. Bah, en fait, j'ai eu la chance que de croiser, parce que ma belle-mère, elle, elle est kanak Ouais. et elle est aussi d'Ouaïlou, donc sa mère est d'Ouaïlou et donc j'allais à beaucoup de mariages, avec elle. Donc j'étais un petit peu, je connaissais la culture kanak à travers ma belle-mère et une fois, je croise la cousine germaine de mon père qui me dit: «Ben, ces vacances-là, tu viens à la tribu, tu viens chez moi». Mmh. Et ce qui est fou, c'est que ma grand-mère est enterrée juste devant la maison de cette tante et du coup, c'était un peu, je sais pas, il y avait un peu ce truc symbolique, Oui, un ouais. peu de revenir et du coup, de pouvoir connaître, ben, ma famille, du coup et j'y suis retournée après, Mmh. plusieurs fois. OK. Et c'est, comment dire? Est-ce que c'est répertorié à l'écrit, ce que toi tu apprends? Parce que c'est un peu aussi comme une sorte d'arbre généalogique que tu fais, non? Moi, je sais que enfin, je te dis ça parce que du coup, du côté, des Wallisiens, c'est pareil, c'est beaucoup à l'oral, Mmh. mais tu as beaucoup de choses justement, en fait, quand les grands-parents, les arrière-grands-parents sont décédés, ça se perd et après pour les retrouver, c'est une galère, enfin, c'est et du coup, est-ce que toi, tu prends le temps de l'écrire aussi pour pouvoir le garder ou pas trop? Bah, je l'ai pas encore écrit et en vrai, de l'histoire de ma grand-mère, il y a encore beaucoup de mystères et ça, c'est quelque chose que j'aimerais, bah, continuer d'enquêter, Mmh. en fait, de comprendre, parce qu'elle, elle a été adoptée. Enfin, il y a plein de choses où, bah, on se pose des questions encore à l'heure actuelle et je pense que ma quête, elle sera finie aussi quand j'aurai compris, tout ça, Mmh. son histoire et la mienne, du coup. OK et tu fais ça toute seule ou tu as aussi un peu tes frères et sœurs qui font ça avec toi ou c'est plus personnel? Non, c'est vraiment plus personnel, OK et tu dirais que toi, c'est quoi ton lien justement avec la Nouvelle-Calédonie, avec l'histoire de la Nouvelle-Calédonie? Ben, quand je regarde mon histoire, familiale, elle est intrinsèquement, reliée à l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et à Mmh. l'histoire de sa colonisation, en fait. Mes ancêtres, la majorité de mes ancêtres, ils sont venus par le biais de la colonisation, ou ont été, colonisés. Donc toute mon histoire, elle se rattache à ça, en fait. Et ça te fait quoi de d'apprendre justement, parce que tu dois apprendre plein de choses tout le temps, tu dirais que ça t'apporte quoi? Ben, je pense que je l'ai surtout fait parce que tu as toutes ces questions en toi, enfin même d'essayer de comprendre pourquoi notre société elle est comme ça, pourquoi Mmh. telles inégalités ou pas, pourquoi est-ce qu'on se comporte de telle manière. Mmh. J'avais plein de questions et j'avais besoin en fait, d'avoir toutes ces réponses et d'apprendre cette histoire, ça a été ça et de me comprendre aussi moi-même, de comprendre pourquoi j'agissais, parfois, enfin j'avais fait un épisode, sur le complexe d'infériorité. J'ai ces questions: «Mais pourquoi dans ma famille on a ça? Pourquoi est-ce qu'on se sent constamment inférieur, vis-à-vis des hexagonaux?» Et d'apprendre l'histoire, ça m'a fait, comprendre des schémas que je pouvais répéter et qui étaient hérités, quoi. C'est beaucoup de psychologie quand même, psychologie, sociologie aussi, non? Ouais, bah, pour moi, en vrai, c'est un travail thérapeutique. Mmh. Enfin, je le vois comme ça. OK, Je ça le doit vois être comme un travail thérapeutique. compliqué, émotionnellement, non? Bah, je trouve que justement, c'est ce qui me soigne, en fait. OK. C'est ce qui me soigne parce qu'il y a ce mal-être et je pense que pour beaucoup de Calédoniens, on a ce mal-être, mais comme on n'a pas les mots Mmh. pour expliquer ce mal-être ou pour juste trouver des solutions pour s'en émanciper, bah, on reste avec ce mal-être. Et pour moi, de faire tout ce travail, c'est de réussir enfin à s'en libérer. Et tu sens qu'au fur et à mesure, justement, ça t'aide à toi à évoluer dans le bon sens? Ouais, pour moi,
Genre quand je regarde, moi enfant et moi aujourd'hui, il y a vraiment une grosse différence. Enfin, je vois que ça a été vraiment un cheminement pour, réussir même à me réapproprier mon identité, et à aussi essayer de plus être impuissante face à mon histoire et face à ce qu'on peut continuer de vivre aujourd'hui, Mmh. Et pour parler justement, bah, un peu de ton enfance, toi, tu as grandi plus dans la province nord, plus dans le sud, en Nouvelle-Calédonie? Ben, moi, j'ai grandi du coup, autant dans la province sud qu'en province nord. Enfin, Mmh. j'ai grandi jusqu'à mes 5 ans en province nord. Puis on a déménagé, avec ma mère parce que mes parents se sont séparés du coup à Nouméa. J'ai fait toute ma scolarité à Nouméa et j'allais, pendant les vacances, en province nord et du coup, je voyais comme la différence, complète de mentalité. En plus, moi, ma grand-mère, il y a ce truc, super important pour elle, d'ascension sociale qui est présent dans beaucoup de communautés, asiatiques en Nouvelle-Calédonie, ce truc de la revanche sur l'histoire et du coup, elle voulait que ses petits-enfants soient un petit peu des petits bourgeois. Voilà, Mmh. moi j'ai fait des Mmh. cours de piano, il y avait Ah des OK. cours de danse et cetera. Enfin et j'étais Mmh. dans une école d'un quartier résidentiel, où la majorité des enfants, c'était des enfants d'expatriés qui avaient vraiment, ben, des moyens Mmh. et bah, moi j'étais en complet décalage parce qu'on n'avait pas la même vie, on n'avait pas les mêmes vacances, on n'avait pas les mêmes références Mmh. et d'un côté, quand je retournais, en province nord dans ma famille, bah, j'avais tout ce côté où moi je ratais beaucoup d'événements, je ratais beaucoup de on allait au champ, bah, je savais pas aussi bien faire le champ, on allait à la pêche, je savais pas aussi bien faire la pêche. Enfin, dans tous les cas, j'étais tout le temps en décalage en fait, que je sois en province nord ou à Nouméa. Tu étais un peu entre 2 mondes Ouais. et tu dirais que tu le vivais bien ou pour toi après tu as fini par, te dire: «Bah, c'est comme ça, quoi»? Non, je le vivais mal. J'avais tout le temps l'impression d'être, rejetée, d'être à la marge où Mmh. que je sois et du coup, ça a été vraiment, bah, une recherche et bah, une quête en fait, que de réussir à prendre ma place et réussir à comprendre, mais pourquoi en fait c'est comme ça justement? Mmh. Pourquoi, de pas me dire que c'est moi le problème en fait, enfin comment dire? Que je suis pas assez, Mmh mh. mais que on vit dans une société qui est bâtie, enfin, comme telle quoi. Je me suis un peu perdue. OK, non, non, mais non, t'inquiète, pas de souci et tu disais que, j'ai perdu ma question, désolée. Oui, que tu sentais les différences entre justement le sud et le nord. Est-ce que ça se ressentait aussi, on va dire, à l'extérieur? Là, parce que là, tu as parlé, tu sais, de la façon dont tu l'as vécu personnellement, mais est-ce que ça se voit aussi au niveau, bah, pour les personnes qui connaissent pas, au niveau de l'environnement, au niveau de la consommation et cetera ou pas trop? Moi, c'est pas du tout le même mode de vie. Enfin, Nouméa, c'est vraiment, la capitale, donc c'est plutôt urbanisé, même s'il y a pas mal d'espaces verts quand même. Enfin, tu à Nouméa, tu quand même la plage, tu peux quand même aller Mmh. à la rivière. Mais, tu ressens que c'est la ville et d'ailleurs la moitié de la population, elle y est. Donc, c'est beaucoup plus dense et comparé à la province nord qui est vraiment plus vide et tu ressens vraiment que c'est un milieu rural et donc c'est pas les Mmh. mêmes modes de vie. Enfin, à Nouméa, si tu as un bateau, tu vas à la pêche, mais il faut enfin moi je ressentais qu'à Nouméa, si tu as pas les moyens, tu peux pas faire grand-chose. OK. Alors qu'en brousse, bah, quand même Tu te débrouilles un peu, ouais, quoi, tout le monde est un peu plus débrouillard peut-être? Mmh. bah, les activités sont plus enfin non, comment dire? C'est pas qu'il faut je pense qu'il faut aussi des moyens, mais enfin tout le monde va à la pêche, tout le monde va à la Mmh. Ouais, mais c'est p je vois ce que tu veux dire, j'ai pas le mot non plus, mais on sent quand même la différence quand on est là-bas. ouais, de mode de vie, rien à voir. D'ailleurs, toi, tu dis, dans ton média, tu parles pas de la Nouvelle-Calédonie, tu dis la Kanaki Calédonie ou Kanaki Nouvelle-Calédonie. Pourquoi? Est-ce que pour toi, c'est important d'utiliser ce terme-là? Bon, en vrai, j'ai repris, enfin, on va dire le positionnement de Benoît Trépied, Mmh mh. anthropologue. Parce que c'est plutôt, je dis Kanaki Nouvelle-Calédonie parce que pour l'instant, on n'a pas encore de statut vraiment défini, on n'a pas encore fait consensus. Donc pour moi, dire Kanaki Nouvelle-Calédonie, c'est ce consensus et d'un côté, bah, c'est aussi ne pas se mouiller et ne pas choisir, Un camp. je pense qu'officiellement, c'est pour moi, c'est Kanaki Nouvelle-Calédonie qui a à dire, D'accord et pour parler un peu de ton départ, toi, qu'est-ce qui te pousse à quitter ton île pour venir, dans l'Hexagone? À quel moment de ta vie est-ce que tu te dis que tu veux partir? Ben, en vrai, je savais qu'après ma licence d'histoire,
j'allais partir et j'avais envie d'être, journaliste. Il y a pas d'école de journalisme du coup en Nouvelle-Calédonie, donc c'était obligé. Mais il y avait aussi ce truc, de ce mythe qui est vraiment, inculqué depuis, l'enfance de toute façon, il va falloir que tu partes à un moment donné Mmh. et partir c'est bénéfique et tu peux pas en fait, dans ton cheminement être, j'ai envie de dire un produit fini si tu es pas passé par l'Hexagone. Il y a vraiment cette Mmh. idée je trouve, Mmh. au pays quand tu es bonne à l'école que Tu dois aller ouais, plus tu loin et plus obligé. loin, c'est l'Hexagone. Ouais, voilà, que Mmh. le must, on va dire, c'est d'aller en Hexagone. Donc moi, j'avais cette idée-là, puis j'avais vraiment envie aussi de quitter, la Nouvelle-Calédonie parce que je pense qu'au vu de notre histoire et aussi quand tu es une femme, il y a quand même un climat qui est assez lourd à porter et que je pense qu'à un moment donné, tu as besoin de t'éloigner pour t'émanciper de tout ça, en fait, de prendre du recul sur tout ça. Donc tu pars, on va dire, c'est pas le cœur lourd que tu pars, tu avais un peu Ah ouais, non, besoin quand même. j'avais c'était pour moi, c'était une libération. Même quand je suis partie au départ, c'était une libération, je voulais partir et c'est après que j'ai ressenti les conséquences du départ, qui d'ailleurs, on ne prépare pas du tout à ça OK. et d'un côté, j'avais plein de cousins qui revenaient, je voyais au bout de 3 ans, 4 ans, limite un peu détruits, mais je comprenais pas. Mmh. Je me disais: «Bon, bah, ils ont pas réussi à s'adapter, Oui, voilà». Mais je ça arrive. comprenais pas en fait les conséquences psychologiques, que ça peut avoir en fait de partir. Et surtout qu'en général, on part quand même sacrément jeune, quoi. Enfin, entre Mmh. 18 20 ans, on est quand même encore un peu en construction et toi, tu pars à quel âge, Moi, exactement? ça va, j'avais 22. J'allais D'accord. sur mes 23 ans, donc j'avais quand même, pu un peu, me construire. OK. Mais je pense que, ouais, plus jeune, c'est encore plus compliqué. Et surtout De que quand tu arrives, toi, tu est-ce que tu as un peu justement cette image où tu te dis: «Ouais, ça va être super, ça va être trop bien, je vais découvrir le monde justement, je vais quitter mon île» et ou est-ce que tu es quand même terre à terre quand tu arrives? je pense que j'avais justement pas d'a priori. Je me disais juste, au départ, je l'ai vu comme un voyage. Donc il y a l'excitation en plus parce qu'on sait en Nouvelle-Calédonie le prix des billets. Mmh. Donc Ouais. quand tu voyages, tu as l'excitation de: «On va faire, Ouais. ah, que des nouveautés et tout». Donc les premiers Mmh. mois, c'est un peu, juste tu découvres, donc c'est super. Et c'est après que je me suis plus rendu compte un petit peu de ce que ça impliquait en fait, pour moi d'être ici. Tu étais la première de ta famille, on va dire de ta fratrie à partir en Hexagone? Non, du coup, moi, mes frères aînés, ils étaient tous partis et justement, mon frère qui était juste avant moi, il avait vraiment très, très mal vécu, son départ, parce que lui, c'est quelqu'un qui est très proche, justement de la nature. Mais ça, pareil, j'avais eu cette expérience-là, mais j'arrivais pas je pense que même lui, il en a jamais vraiment débriefé avec moi de ce que, en fait, juste le fait qu'il est revenu, on l'a tous vu comme un échec. En mode: «Ah bah, tu dû profiter et puis tu gâché ta chance». Sauf qu'on en a jamais reparlé, de pourquoi, en fait, pour lui, ça a été si difficile Ouais. et qu'en fait, c'était logique que ce soit aussi difficile. Mmh. Surtout que lui, ben, dans ce qu'il était, bon, après, c'est la naissance de mon frère, mais il est arrivé à Bordeaux, dans une école de commerce très bourgeoise. Je crois qu'il faisait partie l'un des seules personnes racisées. Enfin, Mmh. c'était tout ça et on n'en parlait pas. Donc, Ah oui. même moi, en ayant son expérience, j'étais pas préparée à me dire que moi aussi je pouvais vivre ça, vu qu'on en a jamais débriefé, en fait. Oui, oui, tu sais pas à quel point ça peut être, enfin ça peut être compliqué, surtout si tu je sais pas, toi, tu es venue toute seule ou on t'a quand même accompagnée au départ? J'ai eu la chance que ma mère m'accompagne et m'installe, Et c'était à Paris ou pas du tout? ou à Paris directement. Et tu avais choisi, donc tu venais pour faire quoi? Une fac de journalisme? Une école, une école privée. Et ça se passe bien? Enfin, quand tu arrives, les premiers jours, l'installation et tout va bien? Ben, ça a été assez compliqué, je pense, mais je pense que tu l'intériorises beaucoup. Tu t'en rends pas compte, tu es juste dans le changement et dans le fait que: «OK, je dois m'adapter, donc je dois reprendre les codes d'ici». Pour moi, ça a été ça et en plus, moi, dans mon histoire, enfin, comme je te l'ai dit, j'ai toujours eu du mal à me positionner, j'ai toujours eu le sentiment de devoir constamment m'adapter pour être acceptée. Mmh. Du coup, moi, j'ai repris ce mécanisme de j'arrive Inconsciemment, hein, en ouais, plus. inconsciemment, ouais, oui, inconsciemment en vrai, de j'arrive, bah, je m'adapte, je rentre, dans les codes, je m'efface en fait, enfin sans le comprendre, je me suis effacée quoi et ça, je m'en suis rendu compte, 3 ans après et la dernière fois, en plus, je lisais, une phrase de Nidosh Neysseline donc
un leader indépendantiste, en Nouvelle-Calédonie, qui du coup parlait de parce que lui il est parti, il était super jeune. Il est parti faire ses études dans les années, il était très, très jeune et en fait, il parlait du fait que quand tu pars, il y a, 3 stades sur 3 ans. La première année, tu t'effaces, tu t'adaptes. La seconde année, tu es en transition et la troisième année, tu te réappropries ta culture et tu as un peu ce réveil, limite Mmh. cette colère qui est Ouais, ressurgit et ça moi, ça a été complètement ça. OK, d'accord et donc justement quand est-ce que tu as toujours ce truc où tu te sens en marge, où tu te sens seule ou comme tu as réussi à t'adapter, tu as quand même, on va dire, des amis, que ce soit des gens, racisés ou pas? Oui, aujourd'hui, oui, j'ai des amis qui sont parisiens, mais j'ai toujours, beaucoup de contacts avec, la communauté, ben, de Kanak Nouvelle-Calédonie. Mes Mmh. meilleurs amis, la plupart, ils sont calédoniens, quoi. Mmh. OK, Mais je me suis fait beaucoup d'amis quand même ici, OK. et je me fais mon mais ça met du temps en vrai, ça, on Bah, s'en ouais, rend surtout pas si compte, hein. si tu m'as dit que tu t'es effacée et cetera et tout, puis quand on arrive, en général, on dit: «Ah, tu un peu typé, ton visage, il est un peu atypique» et cetera. Ça peut être, enfin, du coup, les gens, même si tu t'effaces, tu attires l'attention des gens sans le vouloir, quoi. Je sais pas si toi, c'est quelque chose que tu as pu Ben, moi, en vrai, vivre? on me prenait, pour un peu de tout. OK. Souvent, soit, ben, on disait tout de suite fille des îles ou, maghrébine. Mais du coup, moi, je sais que quand je suis arrivée, je me suis tout de suite, rapprochée de la communauté, antio-guyanaise. D'accord. Et ils avaient une association, enfin, où ils étaient plus en groupe, tous ensemble? Non, je sais que, bah, dans ma première école, tout de suite, bah, il y avait, une Guadeloupéenne. J'ai été amie avec elle, qui m'a présenté ensuite, d'autres, de ses amis et ensuite, là, dans mon école encore, une amie martiniquaise, Et qu'est-ce qui te manque le plus, quand tu es arrivée ici au fil des années? Qu'est-ce qui te manque le plus de ton île? ça, c'est ben, pour moi, en fait, je dissocie beaucoup le enfin, je sais pas comment expliquer, je pense que quand tu pars d'aussi loin, tu intériorises le départ, tu intériorises la distance et moi, je suis en dissociation, genre. Moi, il y a la Nouvelle-Calédonie, l'Hexagone, c'est dissocié, c'est comme si c'est 2 mondes différents, en plus, Mmh. quand tu vois le décalage horaire et ce qui me manque, je sais pas, j'y pense pas souvent, mais je pense que c'est surtout, l'accès à la nature. OK. Et le fait que, bah, je pense que bon, peut-être quand tu viens d'un milieu rural, tu as aussi ce sentiment que tu t'appropries la nature. Enfin, je sais qu'en Nouvelle-Calédonie, quand tu es dans la enfin, toute plante ou toute ça a un comment dire? Ça a un intérêt, enfin, ça, tu sais que c'est pour te soigner, ça, c'est pour te Mmh. nourrir, ça, c'est pour enfin, tu te l'appropries OK. et j'ai l'impression qu'ici, il y a une distance avec la nature, je la vis Ouais. pas. C'est plus du décor peut-être, plus du Ouais, second voilà, du plan? décor Ouais, et OK. ça me manque beaucoup. Juste même, moi, je sais que j'allais souvent à la rivière et ça, c'était un moment où je pouvais, me ressourcer et que j'ai plus ce truc-là et que quand je suis triste et bah, j'ai pas ces endroits-là Mmh mh. qu'avant, pour moi, c'était des espaces qui me faisaient du bien, quoi. Mmh. Et donc à quel moment tu lances le média quête? Pourquoi est-ce que tu lances ce média? C'est quand tu arrives ici, il se passe quelque chose ou justement c'est un peu le prolongement de ton travail déjà fait quand tu es au collège? Ben, je me rappelle qu'il y a quelques années, avec une amie, on avait déjà lancé un petit peu, un média, si on peut appeler ça comme ça, en Kanak Nouvelle-Calédonie, qui s'appelait Official Change TV. Voilà, on était déjà OK. très ambitieuses, quoi Mmh. et où on avait cette idée parce que, ben, nous, on est la génération, post-accord. Vraiment, moi, je suis née un an après les accords, de Nouméa, Ouais. où il y a ce truc de créer une communauté de destin, du vivre ensemble, voilà, le destin commun, Mmh. voilà. Et du coup, Official Change TV, c'était un peu ça, genre, faire des contenus aussi qui nous ressemblent et à cette époque, je connaissais pas encore le principe de représentativité, mais je Mmh. pense qu'il y avait ce truc-là, au fond, de trucs qui nous ressemblent pour nous rassembler et quand je suis arrivée du coup ici en Hexagone, j'avais toujours un petit peu cette idée Ouais. bah, de faire du contenu qui puisse, où je puisse me sentir représentée. Mais du coup, l'idée du destin commun et cetera, pour moi, c'était plus du tout ce truc-là, mais c'était plutôt bah, comme je t'ai dit, d'un point de vue thérapeutique et en fait, Mmh. d'enfin parler de toutes les choses pour lesquelles je me censurais à l'époque. Parce que quand tu es, bah, au pays, en fait, et c'est ce que je me suis rendu compte, hein, quand je suis arrivée ici, c'est qu'il y a énormément de censure, Mmh. sur Beaucoup de notre tabous. histoire, de tabous. Ouais.
on parle pas de racisme, on parle pas Mmh. d'inégalité, on parle pas politique. Et en arrivant ici, mais j'ai pu me libérer de tout ça, me dire: «Mais j'ai envie d'en parler, je peux en parler et je me sens légitime d'en parler et j'ai envie de même, l'histoire que mes parents ont pu vivre, j'avais envie que ça sorte du silence, en fait. Et même ce que j'ai pu vivre, ce que mes amis ont pu vivre, j'avais envie que, ben, que ça puisse enfin, être vu, être représenté. Et donc ça, c'est à quelle période, à quel moment est-ce que du coup tu te dis, «Ça y est, c'est bon, je me lance, Quiette, je vais faire ça, c'est décidé»? Parce que ça peut être dur aussi de Mmh se mh. dire: «Je vais me lancer». Surtout que là, tu es toute seule ou tu as repris avec ton associé? Non, De là, du coup, je l'ai fait toute seule et mmh, parce que c'est vrai que pendant longtemps, je voulais faire, en tout cas du podcast, mmh, parce qu'il y avait pas mal de podcasts que j'aime beaucoup, dans un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée. Pour moi, c'était vraiment mon goal et voilà. Sauf que je savais pas comment le faire, je savais pas comment, l'aborder mmh, et même faire un média, enfin moi je savais pas ce que c'était une ligne édito. Donc c'est vraiment quand je suis arrivée dans ma nouvelle école où on a appris tout ça, où on a lancé un média, avec ma classe. En fait, je me suis mmh, dit: «Ah, c'est ça la méthode pour lancer un média, mmh, c'est ça une ligne édito, c'est mmh. ça», et mon alternance aussi, qui m'a aidée à, bah, à pouvoir concevoir un peu, l'idée, de ce média, de quoi Skate ça va parler de quoi et ça sera quoi la ligne édito. Et pour Donc l'année dernière du coup. d'accord. Et pourquoi Quête? Skate, déjà j'aime bien le le mot Mmh. et je trouve que ça représente personnellement, ben, un petit peu le cheminement que j'ai pu faire. Pour moi, ça a été toute ma vie une quête de pouvoir me réapproprier mon histoire Mmh. et je pense que pour les territoires d'outre-mer, c'est ça aussi. Rien que institutionnellement, pardon, en Nouvelle-Calédonie, on est en quête. On est en quête de notre statut, on est en quête de notre identité et dans beaucoup d'autres territoires ultramarins, c'est le cas aussi. Mmh. Donc je trouvais que quête, c'était représentatif, de tout ça. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi justement à travers, ton média de, transmettre aux autres? Moi, c'est vraiment j'ai envie de pouvoir, enfin parler de notre intimité, de, de rendre notre intimité politique, en fait et pour moi, de montrer, en fait, à quel point, notre histoire, l'héritage de la colonisation, ça impacte, en fait, encore aujourd'hui nos quotidiens, notre vie personnelle. Par exemple, un épisode que j'ai beaucoup aimé faire, c'était sur la misogynie noire, dans le Pacifique, parce qu'on n'en parle jamais. Et voilà, on dit jamais, en Nouvelle-Calédonie qu'on est coloriste, alors que c'est le cas, tu vois? On est vraiment une société coloriste Mmh. et j'ai toujours eu des témoignages, d'amis à moi qui vivaient ça, en fait, mais on n'en parlait pas et c'était pas reconnu et pour moi, par exemple, ça, c'était important de le faire, de montrer que ça impacte encore, nos vies quotidiennes, quoi, que ça nous fait vraiment beaucoup de souffrance et que c'est un frein. J'ai vu que récemment là, tu as sorti et tu as fait une publication où ça parlait plus de tout ce qui est un peu, dépression, anxiété. Tu dirais que ça, c'est un des tabous aussi qui est pas, abordé? Mmh. Ben, le fait qu'on a vraiment, ce truc du mythe du départ, qu'il faut partir, Mmh. on voit pas du coup les conséquences et on n'en parle pas. On n'est Mmh. pas préparé à ça et du coup, c'était important, enfin, je trouvais que c'était important d'avoir ces témoignages-là, de parler en fait, vraiment, ouvertement ben, des symptômes dépressifs parce que beaucoup de mes amis l'ont, mais on met pas de mots dessus. On est juste en mode: «Non mais ça doit être le temps, il fait gris et tout». Oui, OK, Mmh. mais pas que. Et donc, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu plus concrètement ce que c'est la misogynie noire? La misogynie noire, c'est un concept qui a été théorisé par une Afro-américaine, Mola Bailey, si je dis bien son nom, où en fait c'est, la misogynie associée au, racisme, anti-noir. Du coup, c'est, les discriminations que peuvent, vivre en fait les femmes noires, voilà, parce que ce sont des femmes et parce qu'elles sont noires. OK, d'accord. Je sais pas si j'ai bien Ah expliqué. si, 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 c'est mon cerveau, en fait, travaille tout ce que tu dis parce que c'est hyper intéressant et pour, revenir, justement au post dont on parlait, est-ce que c'est compliqué pour toi d'avoir des témoignages justement d'ultramarins, pour parler des tabous? Ou est-ce que comme c'est un peu, on sait qu'on est un peu une génération qui prend conscience de tous ces «interdits-là» entre guillemets, au contraire les gens sont contents de pouvoir témoigner? Ben, en vrai, pour l'instant, j'ai beaucoup utilisé de proches. Mmh. Parce qu'en fait, c'est, des témoignages que j'avais déjà, enfin,
quand on se confie, avec mes amis, c'est des choses que voilà, ils me Mmh. racontent leur expérience et je me dis: «Ah ouais, mais ça c'est intéressant, il faut en parler». Et bon d'ailleurs, ils sont un peu saoulés de moi maintenant tous mes amis parce que voilà, je les utilise beaucoup et que chaque conversation est devenue un sujet, de podcast possible. Mmh mh. Mais du coup, pour l'instant, j'ai beaucoup de sujets en tête parce Mmh. que c'est des choses que j'ai vécues ou que mes proches ont vécues et que j'ai absolument envie d'en parler. Et donc ça touche, tu abordes toutes les origines, pas que, la Kanaki Nouvelle-Calédonie, ça touche toutes les origines dans ton média? J'essaye. En tout OK. cas, c'est compliqué et je pense que, le fait que je suis de Nouvelle-Calédonie et que aussi j'ai des origines antillaises, c'est vrai que du coup, je vais plus Oui. vers ces territoires-là Mmh. parce que j'ai connaissance des Oui, c'est ça. problématiques Mmh. qu'il y a dans ces territoires et par exemple, je sais que Mayotte, excusez-moi, j'ai pas fait encore de sujet, mais ça va arriver. Oui, on sait que tu vas le J'ai faire. voilà, faut pas que voilà. Doucement, que tu prennes ton temps, ça fait qu'1 an, hein, c'est tout Ouais. récent, hein. Tu as un peu des justement des retours, du soutien de ta famille ou de tes proches, en Nouvelle-Calédonie ou dans les autres îles, du coup? Ouais, ben, je sais qu'il y a vraiment cet aspect à chaque fois thérapeutique où, j'ai des messages où on me dit: «Mais merci d'en avoir parlé, ça m'a vraiment fait du bien». Mmh. Et même, je sais que, ce qui m'a fait plaisir, enfin, c'est un peu bizarre à dire, mais c'est quand mes parents me disent: «Ah oui, j'ai écouté un épisode, j'ai pleuré». Parce que je me dis j'ai envie en vrai qu'on écoute mes épisodes dès qu'on pleure parce que j'ai envie que, ben, que ce soit vraiment thérapeutique, quoi. Oui, que ça réveille des Mmh. choses et Ouais, cetera. qu'on parle enfin des choses qui sont enfouies, Il y a d'autres sujets, comme ça que toi, tu as pas encore abordés dans ton média ou qui te tiennent à cœur, sur lesquels tu veux ben, venir? pour le coup, comme là, ça va faire, 2 ans, le 13 mai 2024, j'aimerais vraiment parler de cette question, du destin commun. Enfin, ce mythe Mmh. du destin commun, Qu'est-ce que tu entends derrière, destin commun? ben, comme je l'ai dit, le fait que je suis une génération post-accord et que mes parents, en fait, aussi, ils ont vécu les accords, il y avait vraiment cette idée, moi, depuis toute petite, faut construire en Nouvelle-Calédonie, il faut penser à l'intérêt du pays, il faut construire ce truc de destin commun où en fait, c'est de construire une société où chacun aurait sa place, où on serait tous reconnus, où on vivrait ensemble. Mais sauf que quand tu lis le préambule de l'accord de Nouméa, pour moi, c'est juste, un petit peu des paillettes et ce truc un peu juste de consensus, Mmh. tout le monde a souffert, tout le monde est au même niveau et puis, allez, venez, on avance tous ensemble, mais sauf qu'on touche que la surface, quoi. On va pas en profondeur et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle encore aujourd'hui, Il y a si pas tu veux et d'accord, puis si tu qui me dis destin commun, bah, c'est flou. mmh. Quel destin commun? Qui? Enfin, comment? Et quel destin commun sans réparation? Enfin, quel destin commun quand, c'est souvent les mêmes, populations qui vivent les mêmes inégalités? Enfin, Et ça s'est vu justement pendant les émeutes qui ont eu lieu en 2024. Toi, à ce moment-là, tu étais ici. ouais. Comment tu l'as vécu? Bah, au début, pour le coup et je pense comme beaucoup d'étudiants, c'était un petit peu la peur de: «Oh mince, enfin comment, économiquement on va faire? À des milliers de kilomètres, qu'est-ce que ça va faire pour nous?» Ouais. et ce qui était, pour le coup, assez, pragmatique mais aussi très égoïste et c'est quelques mois plus tard où j'ai plus pris du recul en fait sur, ce qui était, en train de se passer. Et je sais qu'il y a pas mal d'enquêtes encore qui doivent être, faites parce que il y a beaucoup de choses qui ont été faites, voilà, et ça mérite, des enquêtes et qui sont c'est encore flou. Et d'ailleurs, bah, on a encore le terme d'émeute, comme il y a pu y avoir dans les années 80 le terme d'événement qui veut rien dire. Mmh. Et c'est un petit peu ça dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, c'est de jamais aller en profondeur, c'est de jamais donner les termes. Mmh. Donc nous, on peut pas déjà revendiquer, on peut pas se positionner, on peut pas se réapproprier notre histoire et nos quotidiens, en fait, notre vie. Parce Enfin, que c'est pas évoqué de la bonne manière. ouais, c'est pas clair, c'est pas défini, c'est tout le temps flou. Mmh. Donc comment est-ce qu'on peut réclamer des droits? Comment est-ce qu'on peut, je sais pas comment expliquer, mais je sais pas comment on peut s'émanciper si tout est flou, quoi. Ouais, si tu as pas les tenants et les aboutissants, en Mmh. fait, tu peux pas Mmh mh. revendiquer ce qui est à toi, hein. Ouais. C'est et au final, donc ça ressort comme c'est ressorti en 2024, tu
Tu penses que ça reflète quoi quand même, le fait que enfin, ça fait partie de la France, c'est l'Hexagone. Tu penses que tu arrivais quand même à suivre ce qui se passait? Tu étais assez informée, à Ben distance? j parce que j'avais mes proches, sur place Ouais. et c'est surtout en vrai parce qu'il y avait plein de vidéos qui circulaient mais il y avait aussi beaucoup de désinformation. Mais c'est sûr que j'ai pas du tout suivi, l'actualité avec les médias nationaux, hein. Mmh. Je regardais plutôt, les Nouvelles Calédoniennes ou les médias locaux que les médias nationaux où c'est pas pour le même public, je pense. C'est pour, du coup, des personnes qui connaissent pas l'histoire et qui, juste, vont s'informer dessus parce que, voilà, ils sont à des milliers de kilomètres. Et puis personnellement, ça doit être dur. Enfin, tu as grandi là-bas, c'est ton île, tu vois qu'en fait, elle est en train de s'autodétruire, c'est un peu ça? En fait, pour moi, je l'ai pas en fait, pour moi, c'était la suite logique. Je, et aussi, peut-être parce que j'étais, plus loin, donc j'avais peut-être moins, pas d'émotion, mais genre, Tu il y avait ressentais moins moins d'implication? d'impact personnel dans ma vie, enfin, en tout cas, D'accord. sur le coup. Parce qu'1 an après, tout est ressorti. Mais moi, je croyais pas dans le truc de: «Ah, tout d'un coup, mon île est détruite» et je sais qu'en plus, il y avait beaucoup de stories Mmh. pour moi, de personnes déconnectées de la réalité, qui étaient en mode, «Mon île, est détruite», mais en fait, je pense que ça fait déjà très longtemps que tu vois que enfin, Qu'elle va mal? ouais, que la paix, elle était fictive. Donc moi, je l'ai pas vu comme tout d'un coup, c'est détruit. Mais c'est sûr que ce qui est aujourd'hui difficile, enfin déplorable, c'est que ça a un impact sur les vies de beaucoup de personnes et que ça a encore plus précarisé, les communautés qui étaient précaires. Ouais, encore aujourd'hui, il y a encore quand même, des enfin, beaucoup de choses à reconstruire, économiquement, c'est encore très, Oui très, et ça implique aussi, enfin là, on l'a vu, dans l'accord de Bougival, c'est beaucoup, beaucoup de réformes, financières et qui fait qu'il y aura beaucoup comment dire? De services publics qui ont beaucoup moins de moyens et mmh, notamment des services sociaux. Donc mmh. comme, ceux qui s'occupent, par exemple, des jeunes qui sont placés, qui auront encore moins de moyens. D'ailleurs, il y a eu une allocution il y a pas longtemps, du procureur général qui parlait, des violences qui étaient faites, contre les mineurs et qui avaient énormément augmenté, voilà, depuis mai 2024. Et tu comptes, rentrer bientôt? Tu étais rentrée déjà combien de fois depuis que tu es Moi, partie? je suis rentrée l'année dernière, du coup 1 an après, mai 2024. Je suis restée que pour 2 semaines et du coup, Mmh. j'avais fait 1 semaine Nouméa, 1 semaine, la province Enfin, nord et ouais, tu vois la différence. Tu le ressens. Moi, quand j'étais à Nouméa, je sais pas pourquoi, j'étais j'ai eu une crise d'anxiété. J'ai eu, une sensation, je sais pas, d'oppression. Peut-être de retourner aussi dans mon île natale après tout ça et comme je t'ai dit parce que, j'ai aussi fui, je trouve c'est vrai que tu ou partais un petit peu pour ça aussi au départ, où tu voulais t'émanciper et là tu es retournée mmh, dans le ouais, où je l'ai ressenti de façon encore plus intense mmh. et en plus avec ce qui se passait, c'est que déjà la plupart de mes proches étaient assez, démoralisés parce que tu as cette sensation aussi que, enfin voilà, après les accords, il y a eu ce truc de: «Allez, on développe le pays, on se construit un avenir et nous les jeunes, on se projette». Et en fait, il y a eu cette sensation de: «Il y a plus d'avenir». La Mmh. projection, donc c'était vraiment cette sensation, Mmh. chez mes proches de: «Mais en fait, j'ai rêvé en fait, je me suis projetée, aujourd'hui il y a plus rien, il y a plus de comment je me relève maintenant?» Mmh. et aussi, Nouméa de ce truc de, voilà, les inégalités étaient encore, plus visibles et il y avait vraiment cette espèce de ségrégation, socio-spatiale, ethnique, où tu voyais que ouais, tu vois l'héritage, colonial, quoi. Et qui là est du coup encore plus présente depuis Mmh mh. les événements de mai 2024. Mais ça t'a quand même fait du bien de rentrer? Ou pour toi Je ça pense reste, que oui, surtout quand je suis allée en province nord, du coup, en Brousse et que en fait, ça m'a surtout enfin, ça fait très niais de dire ça, mais rattaché à ma culture et à cette authenticité qu'on peut avoir, en fait et ça m'a donné envie de prendre ces valeurs et de les porter, quoi, de continuer de les porter.
Ouais, ça t'a quand même ressourcé alors, d'une Ouais. certaine manière et tu comptes, toi, tes projets d'avenir maintenant, c'est plutôt rester ici? C'est de voyager, dans d'autres îles? Qu'est-ce que tu voudrais faire pour pouvoir justement compléter un petit peu cette recherche d'identité, pouvoir travailler sur ton média aussi, de la façon dont tu veux? Bah, moi, j'aimerais vraiment, pouvoir, me, former, au documentaire du coup. Parce que là, avec, Kate, j'ai essayé enfin, j'essaye de faire du documentaire audio. Mais bon, c'est beaucoup de travail, beaucoup de réel, des moyens que j'ai pas Mmh. et j'aimerais vraiment pouvoir, me former en docu audio, mais aussi, vidéo. Donc c'est ce que j'aimerais faire, les prochaines années. Et l'idée, c'est de raconter quoi, du coup? Bah, je pense que ça serait le prolongement de Quête un peu, ça Mmh. serait d'enfin, parler, de nos vies personnelles, des problématiques qu'on peut avoir dans nos vies personnelles en tant qu'ultramarins et cette fois-ci, ben, d'un regard intérieur, quoi. Oui, en immersion du coup, du fait de ton histoire. Oui. Et ma dernière question justement, ça sera le prolongement un petit peu de ce que tu as dit, c'est, bah, toi, à travers justement, bah, ce métier de journaliste, ton média, toutes les recherches que tu as pu faire, qu'est-ce que tu voudrais transmettre justement aux personnes, qui seraient un petit peu dans ton cas, qu'elles soient racisées ou non, mais qui sont peut-être à la recherche de leur identité, qu'est-ce que tu voudrais leur transmettre comme message? Attends, faut que je réfléchisse. À la recherche de l'identité? Ouais. Mmh, purée. Ben, je pense que c'est super important, surtout quand tu viens d'un territoire, qui a été colonisé, de connaître, cette histoire, de connaître, ton histoire. Je pense que quand tu es, issu d'un territoire qui a été colonisé, c'est super important de connaître, cette histoire et ton histoire et de voir, comment est-ce qu'elle peut t'impacter aujourd'hui et aussi de savoir comment se positionner face à elle. Parce que souvent c'est ça, en fait. Je pense qu'on prend pas ce courage, parce que c'est un courage, c'est une responsabilité de te positionner vis-à-vis de l'histoire, en fait et de voir, en fait, toi aussi, comment tu peux impacter aujourd'hui, enfin, le rôle que tu peux avoir dans cette histoire et dans l'actualité, Voilà, bah, merci, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup Canel d'être venue, te confier à nous, c'était super intéressant. Merci à toi de m'avoir accueilli. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve très bientôt avec notre prochain invité.